Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans une urgence médicale, une vraie. L'œdème pulmonaire aigu, OAP pour les intimes. Oui. On va essayer de décortiquer ce que c'est, pourquoi ça arrive, et les causes sont parfois surprenantes. Comment on le reconnaît, comment on le traite. On s'appuie pour ça sur des discussions d'experts. Tout à fait. L'objectif, c'est vraiment de saisir l'essentiel de cette situation critique. Exactement. L'OAP, pour faire simple, c'est quand les poumons se remplissent de liquide, très brutalement. Une sorte d'inondation, donc. C'est ça, une inondation pulmonaire. Et ça, évidemment, ça bloque la respiration, les échanges gazeux. Ça peut aller très vite vers une détresse respiratoire aiguë. Il faut agir sur le champ. D'accord. Une inondation. Mais comment ce liquide, il arrive là, dans les poumons? Alors, le plus souvent, c'est une histoire de pression. Le cœur gauche, la partie du cœur qui envoie le sang oxygéné dans tout le corps, s'il a du mal à pomper, eh bien, la pression augmente en amont. En amont, c'est-à-dire? C'est-à-dire dans les vaisseaux qui viennent des poumons vers le cœur gauche. Et cette pression trop forte se répercute jusque dans les tout petits vaisseaux des poumons, les capillaires. Ok. Et là, la pression est telle que le liquide du sang, le plasma, il est forcé de sortir des vaisseaux. D'abord, il va autour des alvéoles, les petits sacs d'air. C'est l'œdème interstitiel. Mhm. Puis si ça continue, le liquide finit par envahir les alvéoles elles-mêmes. Et là, c'est l'œdème alvéolaire. C'est là que la respiration devient vraiment impossible. C'est comme une tuyauterie qui sature et qui déborde en quelque sorte. C'est une bonne image, oui. Et qu'est-ce qui fait que ça sature au départ? Est-ce que c'est toujours un problème du cœur? Très souvent, oui. La cause numéro 1, c'est l'insuffisance cardiaque gauche, que le cœur ait du mal à se contracter ou même à se détendre pour bien se remplir. D'accord. Et c'est là que c'est important, quasiment n'importe quelle maladie cardiaque, en fait, peut finir par se compliquer d'un OAP. Ah, donc pas seulement l'insuffisance cardiaque classique. Non. Parfois, l'OAP survient alors que l'insuffisance cardiaque n'était pas évidente avant. Ça peut être une énorme poussée de tension artérielle, par exemple. Une crise hypertensive. Oui, très sévère. Ou une déchirure de l'aorte. Une valve cardiaque qui se bloque soudainement, comme une sténose mitrale serrée. D'accord, d'accord. Même des troubles du rythme. Un cœur qui bat beaucoup, beaucoup trop vite, n'a pas le temps de se remplir et d'éjecter correctement. Et à l'inverse, un cœur qui bat très lentement peut aussi créer une sorte d'embouteillage et faire monter la pression. C'est fou la variété des causes juste au niveau cardiaque. Mais est-ce qu'il y a des déclencheurs qui ne viennent pas du tout du cœur? Absolument. Et c'est là qu'on voit bien que tout est lié dans le corps. Une infection très grave, une septicémie par exemple, Ah oui. oui, ou une anémie très profonde. Le cœur doit travailler beaucoup plus pour compenser le manque d'oxygène transporté, et il peut finir par lâcher. D'accord. Une embolie pulmonaire aussi, bien sûr, une insuffisance rénale aiguë qui empêche d'éliminer l'eau, ou même, il faut le savoir, certains médicaments. Donc une palette de causes très large en fait. Exactement. Le cœur et les poumons sont vraiment au carrefour de beaucoup de choses. Et alors, comment on le repère cet OAP? Quels sont les signes qui doivent alerter tout de suite? Alors les signes sont souvent très bruyants, très brutaux. La personne se met à suffoquer d'un coup, elle a énormément de mal à respirer, elle cherche son air. C'est la polypnée. Elle respire très vite. Très vite et superficiellement. Et surtout, elle ne supporte pas d'être allongée. Jamais. Elle doit s'asseoir, les jambes pendantes parfois, pour essayer de mieux respirer. C'est l'orthopnée. D'accord, ça c'est typique. Très typique. On peut aussi entendre un bruit, comme un gargouillement, dans sa gorge. Et elle peut se mettre à tousser, avec une expectoration très particulière, une sorte de mousse blanche ou parfois rosée saumonée. Ah oui, cette fameuse expectoration mousseuse. C'est ça. Et si on écoute les poumons avec un stéthoscope, Oui. on entend des crépitements, comme du sel qu'on jette sur le feu ou du papier de soie qu'on froisse. Ce sont les râles crépitants qui signent la présence de liquide dans les alvéoles, souvent sur les deux poumons. Et le cœur? Le cœur, lui, bat très vite en général pour essayer de compenser. Et parfois, on entend un bruit de plus, un galop, le B3, qui est un signe de défaillance du ventricule gauche. Bon, des signes cliniques assez frappants donc. Mais pour être sûr, pour confirmer, j'imagine qu'il faut des examens en urgence. Exactement. La radio des poumons, c'est un examen clé. Elle peut montrer cette image très connue en aile de papillon. L'œdème qui s'étend des deux côtés? Voilà, c'est l'œdème qui prend les deux champs pulmonaires. Après, il y a les analyses de sang. On dose des marqueurs comme le BNP ou le NT-proBNP Ah oui, les marqueurs de souffrance cardiaque. et peuvent donner une idée de la gravité. Et l'échographie cardiaque? Indispensable. Pour voir la taille du cœur, comment il se contracte, s'il y a un problème de valve, ça aide énormément à trouver la cause. Si la personne est très instable, on essaie de la faire au lit, en urgence, sinon dans les 24 heures. Vu la gravité et la diversité des causes, ça doit être un sacré défi de trouver la cause en pleine urgence tout en gérant les symptômes. C'est tout l'enjeu, oui.
Agir vite sur les symptômes pour sauver la vie et en parallèle, chercher activement la cause pour la traiter spécifiquement. Déboucher une artère coronaire si c'était un infarctus, ralentir le cœur si le rythme est trop rapide, etc. Justement, parlons du traitement des symptômes. Qu'est-ce qu'on fait concrètement, là, tout de suite? Alors, c'est une urgence absolue, donc hospitalisation immédiate, souvent directement en soins intensifs ou en réanimation. Ok. La première chose, c'est la position demi-assise, voire assise, pour faciliter la respiration. Ensuite, de l'oxygène, bien sûr, à fort débit au début, pour viser une saturation en oxygène au-dessus de 90%. D'accord. Et les médicaments? Les médicaments sont cruciaux. D'abord, les diurétiques. Des diurétiques très puissants, comme le furosémide, le Lasix, qu'on donne directement en intraveineux. Pour faire uriner et éliminer l'excès d'eau. Exactement, pour sécher les poumons le plus vite possible. Ensuite, on utilise souvent des dérivés nitrés, comme la trinitrine, aussi en intraveineux. Ça sert à quoi, ça? Ça dilate les vaisseaux, surtout les veines. Ça diminue le retour de sang vers le cœur et donc ça réduit la charge de travail du cœur. Ça le soulage. Ça baisse aussi un peu la tension artérielle. Ah, mais du coup, il faut surveiller la tension de près. Ah oui, surveillance très stricte. Si la tension artérielle est déjà basse ou si la personne est en état de choc, là, les dérivés nitrés sont contre-indiqués. C'est dangereux. Et on fait quoi alors, si la tension est trop basse? Si la tension est basse ou en cas de choc, on passe à d'autres médicaments, des inotropes positifs. Ce sont des produits qui augmentent la force de contraction du cœur, qui le boostent. L'adobutamine, par exemple. D'accord, pour soutenir le cœur défaillant. Voilà, pour l'aider à pomper plus efficacement malgré tout. Bon, si on essaie de résumer tout ça, l'OAP, c'est donc cette inondation brutale des poumons. C'est ça. Les causes sont multiples, souvent cardiaques, mais pas toujours, on l'a vu. Les symptômes sont assez clairs, on suffoque d'un coup, on ne peut pas rester allongé. Exactement. C'est une urgence vitale absolue. Et le traitement, c'est position assise, oxygène à fond, des diurétiques pour vider l'eau, des dérivés nitrés pour aider le cœur si la tension le permet, Oui. ou des médicaments pour soutenir le cœur si la tension est basse. Et bien sûr, trouver et traiter la cause derrière tout ça. C'est un excellent résumé. Tout à fait. Et ça m'amène à une réflexion. Oui. Finalement, quand on voit cette diversité de causes, y compris des choses qui ne sont pas directement cardiaques au départ, et le fait que toute maladie du cœur peut potentiellement y conduire, qu'est-ce que ça nous dit sur l'importance de bien suivre, de bien gérer toutes les maladies chroniques, même celles qui, à première vue, n'ont pas l'air d'avoir un lien direct avec les poumons? C'est une excellente question et c'est une piste de réflexion très importante. Ça souligne vraiment à quel point tout est interconnecté dans l'organisme. Une maladie rénale, une anémie, une infection peuvent avoir des répercussions dramatiques sur le système cardio-pulmonaire. Ça invite à une vision globale de la santé et à une prévention très rigoureuse des facteurs de risque.